Le commandant Tu Duc Phang de la province de Can Hoa, que l'on voit sur la photo 1, a éprouvé de la douleur en regardant son portrait qu'il avait pris peu de temps avant qu'il ne rejoigne l'armée. Il a lutté sur les champs de bataille du Sud et a participé au sauvetage de l'entrepôt d'armes Nha Trang de la province de Can Hoa. 12 ans plus tard, il s'aperçoit que de grandes taches noires et rouges envahissent son corps et que ses cheveux tombent. C'est la dioxine qui est la cause de tout. Elle a été massivement répandue par les troupes américaines au Vietnam pendant la guerre. 30 ans après, l'agent orange continue de provoquer des souffrances pour la génération de l'après-guerre. Des millions de Vietnamiens sont défigurés et beaucoup d'entre eux sont des enfants. Tran Quan Huang à Nha Trang, dans la province de Can Hoa, est l'un d'entre eux. Il a attrapé la maladie par son père. Maintenant, à 6 ans, il est incapable de marcher ou de parler. Nguyen Thi Kim Doa, qui a 18 ans, a gagné une fois une médaille d'argent au concours de chant à Hanoï. À presque 20 ans, l'agent orange qu'elle a hérité de son père, un soldat, commence à l'affecter. En parlant de ces photos, Ngo Mong déclare « Je veux montrer la réalité et les souffrances causées par la guerre, pour que tout le monde puisse sympathiser avec les destins de ces malchanceux et comprendre mieux ceux qui ont consacré leur vie pour l'indépendance et la paix du pays. » C'est ainsi que le Vietnam illustré présente un article du 4e concours de l'exposition de photos sur le thème « Vietnam, la terre, les hommes ». Un concours co-organisé par le Vietnam illustré et l'Association des photographes du Vietnam qui s'est tenu en octobre 2004. Pour ce concours, un groupe de photos intitulé « Dioxine, la responsabilité des États-Unis » réalisé par le photographe Ngo Mon a remporté le premier prix. Dans ces photos, Ngo Mon montre 3 victimes de l'agent orange. Quelques années plus tard, en mars 2006, une conférence unique en son genre par son motif, son propos et son moment a lieu. Cette conférence internationale des victimes de l'agent orange et de la dioxine s'est tenue à Hanoï, la capitale du Vietnam, les 28 et 29 mars 2006. Elle réunit alors plus de 150 délégués venus de divers pays, dont les États-Unis, la France, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Organisée conjointement par l'Association des vétérans vietnamiens et l'Union des associations d'amitié du Vietnam, cette conférence visait à défendre les droits des victimes de l'agent orange, tant vietnamiennes qu'étrangères, et à sensibiliser la communauté internationale aux conséquences dévastatrices de ce défoliant utilisé par la guerre du Vietnam. Cette guerre qui a marqué l'histoire. Une guerre sale par bien des aspects et qui, au-delà du sang et de l'acier, des chairs déchirées et des bruits d'explosion, a vu le feu et le poison tomber du ciel pour brûler la terre, les bêtes et les hommes. Pendant 10 ans, l'armée américaine va en effet pulvériser des millions de litres de produits chimiques sur les forêts, les rizières, les villages. Ces produits, on les appelait les agents arc-en-ciel. Agents orange, agents bleu, agents white, des noms de code pour une guerre chimique silencieuse. À chaque couleur son poison, sa toxicité pour les êtres vivants. Aujourd'hui, des enfants naissent mal formés encore. Des terres sont mortes, des familles vivent dans l'oubli. Dans cet épisode, on remonte le fil de cette tragédie oubliée entre stratégie militaire, ingénierie biomédicale, scandale industriel et injustice persistante. Voici l'histoire de l'agent orange et des agents arc-en-ciel, et c'est le sujet passionnant de notre épisode du jour. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et surtout pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel. Et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non,
ça c'est sûr, c'est pas un bloc de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. C'est parti! Et bonjour, bonsoir, Bloody Nurse, comment tu vas ce soir? Ça va très bien, et toi? Eh ben écoute, ça va, on reprend nos marques cas 1 cas après un déménagement international et ce qui nous permet de présenter nos excuses à notre auditoire et à nos fidèles. Un déménagement depuis la Réunion vers l'Hexagone, ça a été un peu plus rock'n'roll que prévu. Oui. Et c'est jamais trop une sinécure de faire bouger une famille de 5, un chien, tout un tas d'affaires sur 9000 km en traversant un océan, un continent, une mer. Mais bon, nous voici que voilà. Et puis la famille, les amis, tout le monde veut nous voir. Ouais. D'ailleurs, je tiens à m'excuser par avance de ma belle voix de baryton. Je sors tout juste de 5 jours des fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, les fêtes de la ville, pour ceux qui connaissent pas. Donc j'ai peut-être encore un petit peu une voix de... Ouais, une voix un peu cassée comme ça, mais c'est mieux que hier déjà. Hein. Oui. Bah, on n'a pas pu enregistrer. Ou quand je suis arrivée lundi. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et puis ça nous a permis aussi de voir que il fallait tout régler et puis il fallait de nouveau nous recaler sur notre organisation. On vient de passer 5 minutes à bien rigoler sur notre organisation. Oui, c'est ça. D'ailleurs, désolé pour le son, on n'est pas encore dans la pièce qui nous servira de studio. On n'a pas encore voilà, c'est ça. Donc ça, il y a un peu des échos. Moi, je veux commencer par une dédicace à notre amie réunionnaise Mikazake. Oui, bah oui. Parce qu'en fait, cette histoire, j'en avais discuté avec elle à un moment où on se baignait dans le lagon du côté de l'Ermitage, la plage à La Réunion. Et malgré ses origines, je me suis rendu compte qu'elle connaissait pas du tout l'histoire. Et elle est vietnamienne. Et pour le coup, d'origine. Pour le coup, voilà, une petite dédicace en passant à Mikazake. Vous pouvez retrouver ses chansons sur YouTube ou Spotify. Mikazake. Voilà, je salue également Kevin, qui se reconnaîtra, et à qui j'ai parlé l'autre jour du thème de cet épisode et qui m'a dit l'attendre avec impatience. Oui, et j'espère qu'il ne le décevra pas, cet épisode. Ouais. Et moi, je fais Kevin, un fidèle auditeur. Oui, tout à fait. On l'adore. Moi, je fais un petit coucou juste à mes amis de Mont-de-Marsan. Je leur fais un petit coucou parce que j'en repars. Le groupe des TGB. Ils se reconnaîtront. Ça fait 5 jours que t'étais avec eux. Oui, bah ils m'avaient manqué. Et je fais un petit coucou à l'EFS, l'établissement français du sang de Mont-de-Marsan aussi, qui était mon ancienne équipe. Et je vous dis à tous, donnez votre sang. Voilà, et puis enfin, moi, je vais saluer le très bon podcast Sur la piste du crime animé par René et Mireille. C'est un couple de franco-ontariens et qui nous présente des cas de leur région. C'est un podcast que j'ai découvert cette année et qui est vraiment de très très bonne facture, très plaisant à écouter. Et en fait, si je les salue tout particulièrement à ce moment-là et dans cet épisode-là, c'est parce que le sujet du jour a été traité par eux dans leur épisode 24, où ils traitent de l'agent orange avec un point focal particulier sur Gagetown et sur le Nouveau-Brunswick, une Gagetown qui est une base militaire là-bas. Et enfin bref, écoutez l'épisode, découvrez-les si c'est pas déjà le cas. C'est une vraie recommandation pour ceux qui s'intéressent au true crime. Et salut à vous, René et Mireille, et sachez que ici aussi, on aime bien François Pérusse. Oui. Ouais, les 2 minutes du peuple. Oui, les 2 minutes du peuple. Hein. Que je connaissais pas et que tu m'as fait découvrir vraiment tout au début de notre relation. Ouais, les 2 minutes du peuple. Tout à fait. Excellent, ça. Allez, trêve de palabres, il va falloir y aller. C'est un gros sujet et je vais essayer de faire de mon mieux pour raconter cette triste histoire qui va nous plonger dans les ruelles sombres de la cité humaine, peuplée d'esprits scientifiques brillants qui imaginent les pires des produits pour détruire toutes sortes de vies. On va entrer dans les états-majors de l'armée, dans les laboratoires de Big Pharma. Oula, mais t'as pas peur qu'on ait des problèmes après? Alors ça fait un moment qu'on y traîne un peu quand même et on va y revenir pas mal. On va se retrouver. Et on va croiser un labo qu'on a déjà croisé. Ah. Ouais, je t'en parlerai tout à l'heure. Alors, les Rainbow Herbicides, les herbicides arc-en-ciel, les agents arc-en-ciel. Je vais vous faire une petite mise en contexte historique. La guerre du Vietnam, c'est une guerre qui est bien compliquée. Moi, j'ai un biais très français, européen, continental, ça je me le reconnais. Et je dirais que je connais quand même beaucoup mieux la
première guerre du Vietnam, dite guerre d'indépendance d'Indochine, qui a opposé les Français au Viet Minh, et qui s'est terminée par la victoire de ces derniers, les accords de Genève, le retrait de la France, et donc l'indépendance du pays et de sa partition. Ça, c'est quelque chose, un chapitre qu'on connaît relativement bien en France. Et quelques années après, le film Indochine. Et qu'on apprend dans nos cours d'histoire assez facilement. Ce qu'on apprend un peu moins dans le chapitre décolonisation, c'est la suite en fait, parce que la partition du Vietnam, l'indépendance, cette partition c'est un casus belli, et ce casus belli va faire entrer les États-Unis dans une guerre qui elle va durer 20 ans. Même théâtre d'opération, les belligérants vont changer un petit peu et ça va durer 20 ans. Il faut savoir que à ce moment-là, la guerre froide bat son plein. Le Nord-Vietnam est soutenu par le bloc communiste et les États-Unis ne pouvaient pas laisser passer ce qu'ils considéraient être un affront. Donc la guerre va être vraiment entre le bloc communiste au nord et le bloc états-unien au sud. La guerre, ça va être une véritable catastrophe pour les deux camps et vraiment un bourbier pour les États-Unis qui se voyaient assez facilement maîtres du monde en sortie de Deuxième Guerre mondiale. La guerre va être sale, comme toutes les guerres, tu me diras, mais sale comme jamais. En particulier, entre autres horreurs, les États-Unis ont mené une des plus vastes campagnes de guerre chimique de l'histoire contemporaine. C'est là qu'il y avait eu l'histoire où ils avaient mis des produits chimiques sur les chauves-souris, les trucs comme ça. C'est pur pendant cette guerre. Pour aller brûler. Non, ça c'est plutôt au Japon, je crois. Pour aller brûler les maisons qui étaient en. Ça, oui, non, ça c'est. Pour moi, c'est le Japon. Donc, ils vont penser pour leur guerre à une stratégie qui va mêler contre-insurrection et expérimentation militaire. On va voir qu'ils vont aller assez loin là-dedans. Et pour ça, ils vont utiliser des millions de litres d'herbicides pour détruire les cultures, les forêts, qui servaient de refuge aux troupes communistes vietnamiennes. Donc, comme je disais, ces substances, elles sont connues sous le nom collectif de herbicides arc-en-ciel, Rainbow Herbicide, comme on dit. Et en fait, elles doivent leur nom simplement aux couleurs qui étaient apposées sur les fûts dans lesquels elles étaient stockées. Legend White, l'agent blanc pour celle qui était stockée dans les fûts blancs. Legend Blue pour l'agent bleu qui était stocké dans les fûts bleus, etc. Donc on avait du white, du blue, du purple, du pink, du green et donc le plus connu de tous, l'agent orange. Et eux, les Américains appelaient ça déjà herbicide, Rainbow Herbicide. Oui, mais c'est eux en fait, ils ont dès le début, classifié leurs barils qui étaient colorés comme ça pour pas que les militaires se trompent de produits qu'ils devaient utiliser. Le recours à ces substances s'inscrit dans un cadre stratégique et logistique bien défini, notamment à travers deux programmes majeurs, le projet Agile et l'opération Ranch Hand. Avant donc d'entrer dans le sujet qui est spécifiquement les herbicides arc-en-ciel, on va étudier un petit peu ces deux programmes majeurs et on va en préciser quelques détails. En particulier, on va voir que la sous-section 6 du projet Agile va donner des ailes, littéralement, à l'opération Ranch Hand. Alors, qu'est-ce que le projet Agile ? En gros, la philosophie du projet Agile, c'est de mettre la science au service de la contre-insurrection. Je vais faire un petit retour bref dans le passé. Et on va aller en 1961, en Virginie, donc aux États-Unis, à Arlington. Arlington, c'est le siège de la DARPA. DARPA, c'est Defense Advanced Research Project Agency. La DARPA existe toujours maintenant. Ah, ok. C'est la recherche scientifique pour l'armée, quoi. C'est ça. Ok. C'est un programme qui est énormément doté par les États-Unis. Le projet Agile, donc, c'est un programme de recherche militaire qui est donc lancé en 61 par la DARPA, qui est donc l'agence, comme tu viens de le dire, l'agence américaine chargée des innovations stratégiques. Et elle vise à fournir aux forces armées des outils technologiques adaptés aux conflits dits non conventionnels, notamment la guérilla, l'insurrection, les guerres de basse intensité, et ce, en plein milieu de la guerre froide. Okay. Elle est conçue pour opérer dans des contextes variés, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique. Le projet Agile couvrait des domaines aussi variés que la guerre psychologique, la surveillance électronique, les capteurs de mouvement, l'équipement de combat en milieu de jungle, les systèmes de communication portables, les armes non létales et chimiques, dont les herbicides.
te rappelle qu'on est en 61, hein, tous ces... les capteurs de mouvement, ça me surprend vachement. Enfin, ça fait très aujourd'hui, quoi, finalement. Enfin, même année 2000, quoi. Les systèmes de communication portable, trucs comme ça. Et donc, il faut bien imaginer que chaque sous-thème que je viens d'annoncer va constituer un sous-projet et qui va être développé à part entière. Et celui qui va nous intéresser le plus, forcément, c'est le 6e, le sous-projet 6, consacré aux armes dites non létales. On appréciera avec tout ce qu'on peut apprécier, les guillemets, autour de non létal. C'est pas létal immédiat, quoi. Ouais, c'est non létal et chimique. Et donc, une guerre avec des herbicides. Bon. Donc, le sous-projet 6, la guerre chimique et la destruction végétale, puisqu'en fait, vraiment, le titre du sous-projet 6, c'est Chemical Warfare et Crop Destruction, donc guerre chimique et destruction végétale. Il portait spécifiquement sur l'utilisation des agents chimiques pour éliminer la végétation et détruire les cultures vivrières dans les zones de conflit. Okay. Le projet, lui, il se concentre sur plusieurs axes. Il faut sélectionner des agents chimiques et tester une variété d'herbicides pour voir un petit peu leur efficacité dans la destruction de la végétation forestière, donc ce qu'on appelle la défoliation, enlever les feuilles. Leur effet sur les cultures vivrières ennemies. Les cultures vivrières, c'est celles qui font vivre les gens, donc les cultures qui servent directement à nourrir les populations. Et leur persistance dans le sol et leur toxicité. C'est horrible, quoi. Ah oui, mais c'est extrêmement cynique. C'est dingue, hein. C'est dans ce cadre-là qu'ont été choisis les produits qui allaient composer les herbicides, donc l'agent orange, l'agent white, l'agent blue, l'agent purple, l'agent pink et l'agent green. Il faut croire qu'à l'époque, le bon vieux napalm, qui est connu et utilisé depuis 1942, n'était plus suffisamment ni terrible ni efficace, visiblement. Bon, je te rassure, hein, Bloody Nurse, il faut attendre jusqu'à 1980 pour que son usage soit interdit. Du napalm? Ouais. Ah ouais? Mais interdit contre des populations civiles. Ah bon? Bah voilà. Ah tiens, c'est marrant ça. Donc on peut continuer à l'utiliser à partir du moment où on vise pas des gens avec. Hein. Jusqu'en 1980. Hein. Ah ok. Bref. Ensuite, une fois qu'on les a sélectionnés, ces agents chimiques, et qu'on a choisi les bons poisons, on va les tester. D'abord en laboratoire et sur le terrain. Et avant toute utilisation en masse au Vietnam, forcément, on fait ça en laboratoire sur des cultures agricoles et puis après sur des terrains militaires aux États-Unis, par exemple Fort Detrick, comme nos camarades sur la piste du crime nous ont dit à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, etc. Oui, c'est comme quand ils ont utilisé, ça n'a jamais été officialisé, mais la cocaïne... Non, c'était pas la cocaïne. Les méthamphétamines et les choses comme ça. Oui, dans le village français, là. Ouais. Bref, Fort Detrick, qu'on a déjà croisé d'ailleurs dans notre premier épisode, puisque c'est là où a été développé tout à fait, ouais. le charbon militaire, l'anthrax. Et puis après, sur des zones tropicales simulées, comme à Puerto Rico, Panama, en Thaïlande. Bref, les tests qu'ils font, c'est aussi bien sur l'efficacité que sur la compatibilité avec les méthodes de largage aérien, parce qu'on voulait forcément des largages de masse. Et après... Une fois qu'on a sélectionné les bons qui voyagent bien en avion, qui peuvent se larguer facilement en avion, on commence à faire des petits déploiements in situ. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sud-Vietnam, là où il y avait des implantations, alliées et américaines, on commence à balancer un petit peu pour voir un peu sur les effets en conditions réelles ce que ça donne. Et ça, c'est juste avant le lancement officiel de l'opération Ranch Hand, et c'est mené par la CIA, c'est mené par les conseillers militaires, et ça a permis d'affiner un petit peu vraiment les différents points qu'ils voulaient faire. Et il faut bien imaginer que l'ensemble de l'opération, elle est très intégrée au renseignement militaire. En fait, ils font derrière toute une partie de recueil de données qui permettent d'enrichir les bases de données scientifiques, mais aussi militaires, pour voir un peu les itinéraires de largage optimaux, la cartographie des zones affectées, et donc fournir un maximum de renseignements dans les intelligences scientifiques et militaires à tout point du projet. D'accord. Voilà. Et l'évaluation, elle est beaucoup plus militaire qu'éthique. Ça va de soi, hein, parce que là, pour le coup, on est sur le but de détruire des cultures pour priver l'ennemi de ressources et détruire la forêt pour rendre vulnérable et visible un ennemi. Hein. On n'est pas trop à se poser des questions, à savoir si c'est bien ou mal de faire ça. En même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est les années 70, c'était vraiment, on se posait des questions éthiques? Alors là, 60. On est 60. Plus, ouais. Ah oui, c'est Ouais. Le début, c'est les années 60. 50, oui, non, 60. Enfin, même, c'est pas... Mais de toute façon, oui, c'est sûr. Et donc, forcément, comme aucune évaluation sérieuse des conséquences sanitaires ou environnementales à long terme n'a été intégrée au projet,
L'accent, il est mis sur l'efficacité immédiate. Voilà, une efficacité militaire. Dans une guerre, dans une logique de guerre totale contre la guérilla, donc forcément, on les voit venir les problèmes un petit peu. Et alors, pour le coup, ce sous-projet 6, il a cet intérêt de faire passer la recherche expérimentale dans des domaines très très variés comme la biologie, l'agrochimie, la médecine et puis l'application militaire à des échelles industrielles. En fait, et de permettre de voir un peu ce que ça donne quand on fait sortir des laboratoires les poisons qu'on a sortis. Mais pour ça, pour le faire sortir du laboratoire, il faut une autre opération, parce que pour l'instant, on est que dans les têtes pensantes en fait. Sûr. Et voilà. Il faut une autre opération qui est l'opération Ranch Hand et qui va être réellement le côté mise en place pratique de la guerre chimique. Et donc l'opération Ranch Hand, elle va durer de 1962 à 1971. Donc, elle est lancée officiellement, mais c'est vraiment très officiel pour le coup, cette opération, en janvier 1962, et elle est vraiment présentée comme la mise en œuvre pratique des recherches du projet Agile. Et pour ceux qui ont suivi, on est juste 1 an après la mise en place du projet Agile et puis les gens qui ont commencé à réfléchir. Donc en 1 an, ils ont pris suffisamment d'énergie pour réfléchir, pour trouver, pour développer, pour mettre en œuvre. Ça va hyper vite. En pratique, il y a peu d'obstacles et beaucoup de facilitateurs. Vraiment, on est sur allez-y les gars, faites-vous plaisir, on y va quoi. Et elle est pensée comme une opération d'emblée de grande ampleur. Alors ranch hand, ça veut dire garçon de ferme, et ça reflète cyniquement l'image d'un travail agricole, comme si il s'agissait de récolter. Voilà. Les objectifs tactiques, c'est l'inverse finalement. Ouais, les objectifs tactiques ils sont assez facilement définis. C'est défolier les forêts tropicales denses. Il faut détruire les cultures vivrières. Pourquoi défolier les forêts? Parce que ça protège les mouvements de troupes. Détruire les cultures vivrières parce qu'elles hébergent les Viet Cong. On désorganise les réseaux logistiques de l'ennemi, notamment la piste Ho Chi Minh, qui est en fait un réseau complet de sentiers pédestres et de voies carrossables en terre battue avec des portions importantes sur gravillon, et qui, à l'exception des points de départ et de quelques dizaines de kilomètres à l'entrée et à la sortie, sont très très peu connus. Sauf des locaux, et qui en fait se baladent un petit peu comme ça dans la forêt, en particulier passent les frontières notamment du Laos, du Cambodge, avec des embranchements qui sont pas connus, etc. C'est marrant parce que du coup là j'ai l'image de Forrest Gump, tu sais quand il est dans la partie quand il est parti à la guerre là-bas. C'est cette guerre-là. Où tu vois, oui je sais que c'est cette guerre-là, mais où tu vois quand il est avec ses camarades là. Ils sont justement dans les sentiers battus, dans les forêts, dans les... en fait, c'était ça aussi l'idée de cartographier et de se dire, s'il n'y a pas les arbres, au moins on verra les chemins et puis après on pourra cartographier précisément, quoi. Alors, au niveau des moyens logistiques et humains qui sont mis en place, en fait, l'armée va remettre beaucoup de moyens. Donc, c'est l'US Air Force à qui on confie ça. Elle va mobiliser, rien que pour ça, une flotte d'avions C-123 Provider qui sont modifiés exprès pour le transport et la pulvérisation chimique et qui vont voler en formation de 3 à 6 avions à basse altitude. J'ai trouvé qu'il volait aux alentours de 150 mètres, ce qui fait 500 pieds, pour garantir une dispersion efficace. Donc on imagine 6 avions de rang qui volent à 150 mètres d'altitude et qui balancent des produits chimiques. C'est des petits avions là, Non, c'est des gros avions. C'est des gros avions. Et en fait, entre 1962 et 1971, c'est 20 000 missions de vol qui vont être déployées pour disperser 80 millions de litres d'herbicides sur le Sud-Vietnam. C'est énorme, quoi. Ça fait 400 000 barils. Ce qui va toucher 5 millions d'hectares de forêt, soit 24% du territoire sud-vietnamien, pardon. Et donc, on va utiliser les différents agents, dont l'agent orange. Voilà. Alors, je t'ai mis une photo juste après pour te montrer un peu le... C'est les containers, là? Ouais, c'est les barils. Et tu vois qu'en fait, ils sont marqués d'une petite trace de couleur, en fait, pour dire un peu ce qu'il y avait dedans, quoi. Il y en avait pas un ou deux, ça c'est sûr. Ah ouais, là, on voit littéralement c'est un tarmac, en fait, de base aérienne, où il y a des empilements, des centaines et des centaines, des milliers de barils qui sont prêts à l'emploi, quoi. Vous imaginez, faut que vous imaginez, cette photo, j'imagine qu'ils peuvent la trouver, on la mettra. Oui, on la mettra, ouais. Mais sinon, si vous écoutez seulement,
imaginez comme si vous étiez dans les films avec les containers qui sont attendus dans les ports, tu sais. Ouais, c'est ça. Et où il y a les flics qui cherchent les méchants, tu sais. Mais c'est vraiment cette image-là de profusion, en fait. Ouais, tout à fait. Le rythme va être maximal des déploiements entre 67 et 69, vraiment au cœur de l'escalade du conflit, quoi. Et alors, ce qui est assez particulier, je vais dire, c'est macabre. Les avions portaient souvent le slogan "Only you can prevent a forest", qui est en fait une parodie macabre d'un message écologique qui était bien connu aux États-Unis à cette époque-là, qui s'appelait Smokey Bear, donc l'ours en fumée, qui annonçait à l'entrée notamment des parcs nationaux ou des endroits à risque de feux de forêt, qui disait "Only you can prevent forest fire". Donc en fait, qui est invité à être vigilant sur les feux de forêt, et en fait ils ont détourné ce slogan-là en "Only you can prevent a forest", en parodie macabre du message, quoi, en fait. Et c'est pour ça que je t'ai mis la photo de l'ours qui pointe le doigt vers nous pour nous inciter à c'est la même image que "You can do it". Ouais, c'est ça. Très très américain dans le style. Oui, exactement, c'est ça. Et juste une question, du coup, j'imagine que les Vietnamiens, vu que c'était officiel déjà, petit 1, j'imagine qu'ils étaient au courant de ce qui était fait. Ok. Ah bah oui, et puis je sais pas si même les Russes derrière, parce que c'était la guerre, c'était... Parce que je sais pas du tout si ils ont pu envoyer des avions. Est-ce qu'ils avaient une flotte de l'air là-bas? Ils avaient rien pour anti-aérienne ou des choses comme ça, non. Rien ne pouvait être fait pour les aider, quoi. Alors les zones ciblées, c'est, j'allais dire facile, c'est les zones frontalières du Laos et du Cambodge, parce qu'en fait, pour la raison que je disais tout à l'heure, les réseaux de pistes traversent ces endroits-là. Donc en fait, il fallait entre guillemets nettoyer la frontière pour voir le un peu passage. Où étaient les points de passage, les zones agricoles considérées comme soutenant les guerrieros, voilà, et puis pour affamer la population, et puis bien entendu les forêts denses autour des bases américaines pour créer des périmètres de sécurité. Il fallait voir qui approchait et quand, etc. Donc des cartes militaires précises ont été dressées pour définir les zones de largage, qui étaient par contre pas du tout choisies en considération de l'existence ou du risque pour la population civile ou des risques environnementaux. Clairement, voilà. Bon, on en parlera un peu plus tard du risque environnemental humain, parce que voilà. Ah, c'est marrant parce que tu te dis, c'était la guerre froide. Ouais. Ils se sont pas. Guerre, hein. Oui, non, mais je veux dire, ils se sont pas posé de questions. Oh bon, on va pas y aller, on va y aller, on sait pas trop. Bah si, là, ils savaient pertinemment qu'ils y allaient, quoi. Ouais. Mais ça a été un vrai bourbier pour les États-Unis, cette guerre, hein, c'est sûr. Oh bah pas que pour eux. Hein. Bon, malgré tout, il y a quand même quelques scientifiques civils américains qui avaient une petite éthique, et puis qui ont essayé dès 1964, notamment au sein de Bioscience Information Exchange, de s'opposer à ce genre d'utilisation, et puis de produire certains rapports. On les a fait taire. Parce qu'en fait, ils ont constaté, eux, de façon indépendante, une dégradation rapide des sols et de la biodiversité, des réactions cutanées et respiratoires chez les soldats qui sont exposés à l'agent orange, et ils mettaient en doute l'efficacité tactique réelle de ces usages-là sur la défoliation. Bien entendu, on ne les a pas écoutés, et on est passé quand même au-delà, puisque comme je disais, l'opération n'a fait que s'amplifier et s'intensifier jusqu'en 1969. Mais du coup, ça a pollué les eaux aussi. Ouais, tu vas voir, je vais en parler. Ah oui, parce que du coup, il a fallu qu'ils déploient énormément d'eau sur place pour les Américains, pour leurs soldats. Je vais en parler. D'accord, ok. Tu vas voir que je vais en parler après. Là, je mettais en place un peu le contexte, et puis parce qu'autant la bouffe, c'est pas, enfin, tu l'amènes, tu vois, t'es pas obligé de servir sur place. Ah, mais l'eau, enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Il va y avoir des victimes américaines, clairement. Ah oui, voilà. Ouais. Donc, 1969, là, pour le coup, la mentalité aux États-Unis et la pression médiatique commence à vraiment changer. La guerre n'est pas du tout populaire aux États-Unis pour plein de raisons, et pas forcément que pour l'usage des produits chimiques, notamment parce que il y a quand même beaucoup de victimes américaines, de jeunes Américains qui sont envoyés là-bas. On comprend pas trop pourquoi. Enfin voilà. Et puis ça entre en résonance aussi avec tout le mouvement hippie. Oui, bien sûr. Tout ça. Donc en 1970, on assiste à la fin de l'opération, parce qu'en fait là, on a des études qui commencent à confirmer la toxicité de la toxine TCDD qui est présente dans l'agent orange.
et ce qui va contraindre le département de la défense américain à suspendre temporairement l'utilisation des herbicides les plus controversés. Mais ils le savaient déjà que c'était toxique. Ah, ils le savaient déjà et on va y Mais revenir, c'est parce mais là, qu'il y a ils trop ont de pas le morts choix, chez c'est eux sorti dans la presse. Ah, et puis c'est parce qu'il y a trop de morts chez eux? Non, mais Non. c'est sorti dans la presse, il commence à y avoir pas trop le choix, donc en fait, ils Ah. suspendent, alors attends, en 70, ils suspendent l'utilisation des pires agents. Donc ceux qui D'accord. sont pourvoyeurs de toxines TCDD. Donc l'orange? Ils suspendent pas toute l'opération D'accord. Ranch Hand. Ok. Ils suspendent par contre, ils continuent l'utilisation des autres. Je vais en parler un peu Ok, des d'accord. différents agents et on va voir lesquels ils sont utilisés. Parce qu'en fait, ils en ont trouvé d'autres pour remplacer. Faut pas, voilà. Et en fait, l'opération Ranch Hand, elle est officiellement arrêtée en janvier 1971, Ok. donc 9 ans Ok. après. Et forcément, il va y avoir des stocks qui vont être qui vont être présents. Et ces stocks vont être progressivement détruits, notamment parce qu'il est dans une opération qui s'appelle l'opération Pacer-Ivy, en 1972, et durant laquelle les barils d'agents orange sont transportés sur l'atoll isolé de Johnson. L'île Johnson, c'est une île au milieu du Pacifique. C'est un territoire non incorporé des États-Unis, mais qui est placé sous la juridiction de l'US Air Force. Ok. Et donc sur place, les agents orange, les agents arc-en-ciel, Oui. ils vont retrouver d'autres agents chimiques d'utilisation militaire qui viennent, eux, par exemple, de l'opération Red Hat, qui s'est déroulée à Okinawa, et ils vont être incinérés en mer ou dans des zones isolées. Ouais. Alors bien Ok. entendu, ça va provoquer Bah oui. une catastrophe locale sur la faune et sur la J'imagine bien. flore, mais bon. En même temps, l'île Johnson, elle a servi dans ces années-là de base aux tests d'armes atomiques et de tests chimiques divers dans les années 70. T'es en train de me dire un de plus, un de moins? C'est Voilà. pas bien grave. Voilà, Ok. il y avait pas de, il se préoccupait pas trop, et puis en plus c'était un territoire qui appartenait à l'armée au milieu du Pacifique. Ok. Clairement, c'était pas. Elle appartenait à personne avant cette île? Ouais, mais tu sais, ça fait partie des îles qui ont été conquises pendant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord, Donc ok. en fait, l'armée s'est installée là, et puis Ils sont pas partis. voilà. Ok. Donc maintenant que je t'ai posé le contexte historique et un peu géopolitique, il va être temps de te présenter deux grands acteurs qui ont fabriqué les agents Ah oui, tout à fait. orange, parce que là on est Eh oui. On est sur des labos, là. on est sur Ouais, Big ok. on est sur Big Pharma, Big Chimie. Et le premier, on le connaît déjà. Le premier, c'est Dow Chemical Company. Ça te parle? Oui, c'était Affaire d'Aubert? ouais, c'est ça. Bah, c'est les mêmes. Ah, d'accord. Vous aimez bien les scandales? Bah pour le coup là, En même temps, c'est leur boulot, hein. Dans d'Aubert, ils étaient les bons Ouais. entre guillemets. Enfin, ils étaient pas les mauvais. C'est pas ceux qui s'en sont mal tirés entre guillemets. Mais là, pour le coup, bon. En même temps, c'est leur boulot. Voilà. J'ai envie de te dire. Et donc, Dow Chemical Company, c'est une des principales entreprises qui va être impliquée dans la fabrication des herbicides dans cette guerre-là. Et en fait, elle va occuper une place centrale, notamment dans le développement. D'accord. Et dans la création des produits. Elle est basée dans le Michigan aux États-Unis et habituellement, elle a toujours travaillé dans la pétrochimie, dans les plastiques, dans les produits agricoles, et elle avait commencé à déployer un petit peu ses compétences, notamment dans les agents défoliants et les herbicides. Mhm. Alors Dow, comme je disais, on en a parlé dans ce podcast, et on a à l'époque où c'était couplé avec Merrell Dow, on avait discuté pour Daubert avec la naissance de la règle 702. Oui. Mais Dow, on en reparlera à un autre moment. Un jour, on ira en Inde et on ira du côté de Bhopal. Et là, on retrouvera Dow Chemical. Mhm. Mais il va falloir rester à l'écoute des pulsations montant des ruelles sombres de la vie. Donc Dow, c'est à partir de 62, Dow Chemical, à partir de 62, elle signe un contrat avec le Pentagone et elle devient l'un des principaux fournisseurs de l'agent orange. Et l'agent orange, en fait, c'est un herbicide qui est composé à part égale de 2 molécules. Alors à part égale normalement de 2 molécules. Le 2,4-D pour acide 2,4-dichlorophénoxyacétique, et le 2,4,5-T pour 2,4,5-trichlorophénoxyacétique. C'est aussi durant la fabrication du 2,4,5-T que se forme un sous-produit hautement toxique, la toxine TCDD. Et alors la toxine TCDD, son nom scientifique, c'est 2,3,7 tétrachlorodibenzopédioxine. Et donc en fait, cette toxine TCDD, elle est classée parmi les substances cancérigènes les plus dangereuses connues.
Écoutez, si vous pouvez pas briller en soirée mondaine après ça, Kevin, ça. Vraiment, tu vas briller, hein, je te le dis. Hein. Et donc, entre 62 et 71, Dow fabrique des millions de litres d'agents orange pour l'armée américaine, tout en étant parfaitement conscient de la présence de dioxine dans le mélange, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas ne pas fabriquer de toxine TCDD. Ça fait partie du process de fabrication. C'est un sous-produit de la fabrication du 2,4,5-T. Et ça, on le sait. Et on le saura plus tard, notamment dans les procès, on va les évoquer. Ils le savent depuis le début, parce que dans les documents internes, c'est documenté depuis le début, en fait. D'accord, ok. Tout simplement. Tout simplement. Et en fait, ces mémos internes vont être rendus publics dans les années 80, et donc voilà, ils le savent dès les années 60. Et ils savent même que cette toxine TCDD, elle provoque des lésions hépatiques, des lésions cutanées, notamment ce qu'on appelle de la chloracné, chez les ouvriers qui sont exposés. Donc dans leurs usines même, ils commencent à avoir des soucis. Okay. Et ils font des essais en laboratoire sur le système immunitaire et la reproduction animale, et ils se rendent compte que c'est déjà une catastrophe. Donc ils savent que c'est un poison, ils savent que c'est une saloperie dès les années 60. Ils passent quand même un contrat avec le Pentagone. Ils sont bien payés, et ils fournissent des millions de litres. Eh oui. Et pourquoi ? Parce que les patrons de la société considèrent que c'est, je cite, un effort patriotique. Ah bah oui. Voilà. Et que la responsabilité incombe au gouvernement. Donc voilà, eux, ils font l'effort patriotique. Par contre, la responsabilité, c'est le gouvernement qui leur demande de fabriquer ça. Et voilà. J'espère qu'ils ont bien fait noter ça dans le contrat, parce que... Donc, ce qui fait que dans les années 70-80, Dow va finir par avoir plusieurs procès. Et en l'occurrence, tu vas voir que c'est un peu à chaque fois la même chose. Il y a deux types de procès. Il y a ceux qui sont intentés par les vétérans américains, et puis après par les victimes d'autres pays, notamment le Vietnam. D'accord. Donc les vétérans américains qui sont victimes de cancers, de maladies neurologiques, de malformations congénitales chez les enfants, etc. Et voilà. Et en fait, il faut savoir que dans ces procès-là, toutes les associations hors États-Unis et hors citoyens américains ont tous été déboutées, qu'il n'y a jamais eu aucune... Bon il y a toujours été... les demandes ont même été rejetées devant les tribunaux. On verra un peu plus tard pourquoi. Mais globalement, il faut imaginer que c'est un contexte de guerre, que c'est l'immunité gouvernementale qui a prévalu. Mm-hmm. Et voilà. Par contre, les vétérans américains vont être un peu mieux indemnisés. Mais du coup, c'était une plainte aux États-Unis. Ouais. Ah oui, parce que du coup, les ça aurait pu vétérans américains ont porté plainte aux États-Unis. Non, je te parle des pays extérieurs, moi. Ah bah c'est ça le problème, c'est que en parce fait, qu'il y a bien un tribunal. On l'a bien fait pour les nazis après la Seconde Guerre mondiale. Donc on va en parler un peu plus tard. Pourquoi ils ont pas été, pourquoi les États-Unis ont pas été poursuivis. D'accord. Ok. Mais en gros, il fallait qu'ils soient volontaires pour être poursuivis. Quoi? Oui, mais on en revient. Oui, je sens que je vais aimer. Donc globalement, l'image de Dow Chemical va profondément souffrir de cette participation à la guerre chimique, forcément. Hein. En gros, c'est pas hyper cool d'être classé régulièrement dans les multinationales les plus controversées ou voilà. Bon. Ils ont essayé de faire des campagnes de communication autour de faire du greenwashing, etc. dans les décennies suivantes. C'est compliqué là. Ça a pas marché. Ah oui, bizarrement. Du coup, en 2001, Dow va fusionner avec Union Carbide. Mm-hmm. Et alors, pour ceux qui s'intéressent au true crime médical et puis aux catastrophes, etc., Union Carbide, ça allume forcément des grands drapeaux rouges. Union Carbide, c'est la catastrophe de Bhopal. Oui. Et vraiment, faut que je t'emmène en un de ces quatre. Oui, non, je connais l'histoire rapidement, mais pas au détail, bien sûr. Mais c'est ça dont tu me parlais. Ouais, c'est vraiment... on ira et on en parlera de tout ça. C'est bien, ils se sont bien associés. Ils ont trouvé une entreprise qui avait une bonne image déjà de base. C'est ça. L'autre pilier de la production de l'agent orange, c'est une grande multinationale que certains connaissent aussi bien et dont le nom est très connu aussi, c'est Monsanto. Oui. Et Monsanto, donc, c'est une autre entreprise chimique bien établie qui, elle, est connue pour des productions agricoles, des plastiques et des additifs. Elle n'est pas encore connue pour ces OGM qui feront sa réputation et ses controverses dans les années 90, mais bon, à chaque moment son moment, quoi. Oui, c'est ça. Pour l'instant. Monsanto, elle a surtout fait une production massive d'agents orange pour le gouvernement américain. Autant Dow a plutôt fait dans la production de l'ensemble, et puis dans le développement, Monsanto c'est juste la production. Contenté de faire une production industrielle. Le problème, c'est que
particularité de la production de Monsanto, elle tient, elle a un process de production qui fait que dans son agent orange final, les concentrations de dioxine TCDD, donc la pire des dioxines, elles sont plus élevées. Par rapport à celle de... Par rapport au standard, par rapport à Dow Chemical, ouais. Chemical, pardon. Et donc, dans les fûts issus des usines de Monsanto, on peut avoir un taux de toxine TCDD jusqu'à 50 fois supérieur au standard. C'est parce qu'ils en mettent plus déjà en temps pour temps, pareil, ou ils mettent plus de l'un que de l'autre? Non, c'est juste qu'ils ont un mode de production différent, ce qui fait qu'en fait le 2,4,5-T, il est plus altéré et donc en fait il y a plus de... D'accord, ok. Il y a encore plus de mauvaise dioxine qui est fabriquée, quoi. C'est pas les deux produits initiaux qui sont mis Non, c'est parce vraiment qu'en fait, c'est à cause de la fabrication en elle-même. Ouais, c'est en fait la toxine TCDD, c'est vraiment un sous-produit toxique du 2,4,5-T. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment leur process de fabrication qui fait ça. Bon, elle aussi, dès les années 60, elle est consciente des dangers. Elle aussi, elle produit des mémos. Elle aussi, elle se rend compte qu'il y a des soucis. Et comme Dow Chemical, elle va jusqu'en 1969 continuer à fournir, bien que l'armée commence à poser des questions sur la toxicité des produits. Et genre ils étaient pas au courant. Ouais, mais parce qu'en fait, les soldats manipulaient, et en fait, ils se sont rendus compte qu'en manipulant les barils de Monsanto, ils étaient encore plus atteints que les autres barils. Donc, ils se sont commencés à poser des questions, et Monsanto a minimisé les risques jusqu'au bout. Alors, ce qui est assez un secret particulier... dans le secret, en fait. Ouais, ce qui est particulier, c'est quand dans les procès, après, on verra que les réponses officielles, et notamment à l'armée, c'était tranquille, on minimise les risques. Par contre, la communication interne était très catastrophée, très alarmiste. Ouais. D'accord. Donc là aussi, il va y avoir des procès par des vétérans américains. Là aussi, il va y avoir des victimes vietnamiennes qui vont se retourner contre eux. Et bien entendu, les victimes vietnamiennes vont être déboutées. Oui. Les procès ne vont même pas avoir lieu. Et les vétérans américains vont aller au procès. Donc l'entreprise, elle se défend toujours en disant « j'ai agi à la demande du gouvernement ». Les dommages sanitaires ne pouvaient pas être prouvés scientifiquement de manière directe, parce qu'on n'avait que des données de laboratoire et pas de données de vraie vie. Mm-hmm. Par contre, les deux, Monsanto et Dow Chemical, vont accepter en 1984 de participer à un fonds d'indemnisation de 180 millions de dollars, donc destiné uniquement aux vétérans américains, mais ils disent ok, on veut bien participer parce que bon, c'est pas cool d'avoir été victime, etc. Mais par contre, on n'est pas responsable. D'accord. On donne de l'argent, mais on n'est pas responsable. On lâche 180 millions de dollars, mais non, c'est pas, voilà, c'est juste parce que, par bonté d'âme. Voilà. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces Américains? Donc, là aussi, l'héritage et l'image publique de Monsanto va en prendre un coup. Le mal est fait, quoi. Ça, plus les OGM dans les années 90, Ils ont fermé boutique. Voilà. Non, elle va être rachetée par Bayer. Bayer. Un géant pharmaceutique allemand. Et là aussi, c'est pareil, ça fait un peu de dilution de l'image toxique, d'autant plus que Bayer, il y a des choses à dire et on en parlera aussi de Bayer sur ça. Alors, maintenant que nous avons posé le contexte politique, géopolitique et les acteurs, on va parler plus précisément des armes du crime, parce que finalement, on les a abordées un peu, mais voilà. Donc, dans les armes du crime, c'est les agents arc-en-ciel qui sont donc le thème de l'épisode du jour. Donc si vous n'êtes pas chimiste ou autre, accrochez-vous. Ouais. Donc comme je disais un peu plus tôt, ils portent des noms de couleurs parce qu'en fait les barils qui les contenaient étaient identifiés par des couleurs spécifiques et pas forcément en lien avec la couleur de la molécule en soi-même. C'était juste pour être reconnu plus facilement. Et c'est vraiment un contexte purement tactique militaire là pour le coup. Le plus célèbre d'assez loin, je pense que c'est l'agent orange, sachant que effectivement il y a d'autres couleurs entre guillemets qui ont été déployées.
Alors, l'agent orange en lui-même, c'est un agent qui a été développé dans les années 40-50. Il avait d'emblée un objectif de défoliation et d'herbicide. Et c'est des scientifiques américains qui travaillaient déjà pour Dow Chemical, qui sont Mitchell, Haney, Templeman, Jones et Otto Bayer, qui ont découvert de façon indépendante le 2,4-D. Donc un des composants de l'agent orange. Le 2,4,5-T, lui, il a été synthétisé la première fois par des chimistes américains de Hercules Powder Company et Dow Chemical. Donc les deux sociétés s'étaient associées. C'était pareil pendant les années 40 ? Ouais. Alors, ce qui a été donc ça, c'est deux herbicides, j'allais dire, développés de façon indépendante. Ce qu'il faut savoir, c'est que et le côté alors brillant, je sais pas, mais en tout cas particulièrement efficace, c'était de mélanger les deux à part égale. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'effet était potentialisé si on mélangeait les deux à part égale beaucoup plus. Enfin, ça veut dire que l'effet il est beaucoup plus fort en mettant les deux à part égale que l'un puis l'autre ou etc. C'est de la cuisine finalement. Voilà. Ils ont fait un temps pour temps. C'est ça. Et le souci, c'est que la fabrication du sous-produit 2,4,5-T ne peut pas ne pas créer de toxine TCDD, qui est donc hautement toxique. Rien que l'agent orange, parce que tout à l'heure je parlais des 80 millions de litres d'agents toxiques qui ont été balancés sur les forêts vietnamiennes. Ça a représenté 45 millions de litres sur les 80 millions de litres qui ont été balancés. Ça fait 250 000 barils à peu près. Ensuite, il y avait l'agent white. Juste une petite question. L'objectif étant la défoliation des forêts tropicales. Ça marche sur les forêts vosgiennes par exemple? Oui. C'est pas que sur les forêts tropicales, quoi. Oui, non, ça marche encore mieux parce que du coup, les forêts sont moins denses. Et... Ouais, ok. Et d'ailleurs, dans l'épisode 24 de la piste du crime, en fait, il te parle de ce qui se passait au Nouveau-Brunswick, qui est pas une forêt tropicale, puisque c'est une forêt du Canada, mais qui sont des forêts denses différentes, mais qui fonctionnent bien. Et ça avait été utilisé aussi là-bas. Donc l'agent blanc, l'agent white, là la substance active, c'est deux substances actives en fait. Le 2D4D, donc là qu'on trouve dans l'agent orange, et l'autre substance c'est le picloram. Le picloram, lui, qui a été breveté et développé par Dow Chemical en 1963, donc un développement un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc comme je disais, le Dow Chemical s'est très vite rendu compte que la toxine TCDD était hautement toxique et qu'elle provoquait beaucoup de soucis et que cette toxine était elle-même un sous-produit de la fabrication du 2,4,5-T. Donc, ils se sont dit, on va garder le 2,4-D comme composant et on va essayer d'en trouver un autre qu'on va coupler avec pour échanger. Donc en fait, l'agent blanc, l'agent white, il a été utilisé en remplacement de l'agent orange. Quand on commençait à se dire mince, ça c'est pas bon. Ça pue un peu trop cette histoire. Et en particulier, il soupçonnait qu'un jour l'armée allait demander sa suspension. Et effectivement, c'était l'agent qui a succédé à l'agent orange. D'accord. Donc là aussi, le découvreur du picloram, pour le coup, c'est le docteur James Mitchell, qui travaillait chez Dow Chemical. Donc lui, il contient pas de toxine TCDD, mais il est très toxique pour l'environnement. Il a la particularité militairement intéressante d'être moins agressif à court terme. C'est-à-dire qu'en fait, pour le coup, on a des effets un peu moins immédiats, notamment sur le fait que les gens râlent parce que ça crée des soucis. Par contre, il est beaucoup plus persistant dans le sol. Ah, ok. Voilà, c'est moins sympa. Voilà. Enfin, c'est différemment moins sympa. Maintenant, on va parler de l'agent blue, l'agent bleu. Lui, alors c'est complètement différent des autres pour le coup. C'est pas une dioxine ou c'est pas un dérivé chloré. C'est un dérivé de l'arsenic. Bon. Ah, ok. Voilà. L'agent bleu, c'est le cacodylate de sodium est associé au cacodylate de diméthyle. Okay. Et en fait, c'est un vieux produit qui a été inventé par un Français, madame. Ah, d'accord. Ouais. Alors, ça a été inventé en 1760 par le chimiste Louis-Claude Cadet de Gassicourt. Et en fait, c'est le
produit qui est considéré comme le premier composé organo-arsénié créé de l'histoire. Et en fait, à l'époque, et ça c'est pas très rassurant comme nom, on le surnommait le liquide fumant de Cadet. Ah oui. Il y a quand même tout un programme sur ça. Donc lui, il est utilisé comme herbicide militaire. Il est utilisé depuis les années 50-60, notamment par une compagnie qui s'appelait Ansul Chemical Company du Wisconsin aux États-Unis. Lui, clairement, on le balançait sur les cultures de riz et sur les herbes aquatiques, en particulier dans le delta du Mékong. L'idée, c'était d'empoisonner les réserves alimentaires ennemies, et forcément, comme c'est de l'arsenic, il est toxique pour l'humain. Par ingestion ou par inhalation prolongée, on est vraiment sur un bon vieux dérivé d'arsenic. Si ça va sur les herbes aquatiques, c'est forcément longue utilisation, quoi. Voilà. Et ça reste dans les sols un peu moins longtemps que la dioxine. Suffisamment pour... Ouais, mais par contre, ça reste un métal lourd, donc ça reste... Il y a une contamination longue, quoi. Par contre, il peut y avoir un lavage plus facile, plus efficace. D'accord. Par contre, on revient sur l'idée du projet agile de développer des substances létales, et directement on va chercher un produit dérivé de l'arsenic. Au niveau éthique, ça se pose quand même là, quoi. L'agent pourpre, violet, l'agent purple, c'est le précurseur de l'agent orange. Lui, il est utilisé uniquement entre 1962 et 1965. Pour le coup, lui, c'est une vraie saloperie, puisqu'en fait, il ne contient que... Pourquoi les autres, c'est pas le cas? Alors, lui, en fait, il contient que du 2,4,5-T. Okay. Et donc en majorité. Et donc, quand on compte, comme le sous-produit du 2,4,5-T, c'est la toxine TCDD, oui. Et ben en fait, lui, il contient des concentrations de dioxine encore plus élevées. Et il a été utilisé quasiment qu'à titre expérimental dans les premières phases du conflit. Il n'a pas été utilisé à très très grande échelle. Enfin, 3 ans quand même. Oui, enfin, tout est relatif sur l'industrie de la mort, tout est relatif. Voilà. L'agent pink, l'agent rose, lui aussi, il a été utilisé à titre expérimental à courte durée. Lui, il est très semblable à l'agent purple. Par contre, quand ils ont fait des analyses après-guerre sur les taux qui restaient dans les fûts, c'est probablement lui qui était le plus concentré. D'accord. Voilà. Donc, je sais pas s'il y a une gradation sur le niveau de saloperie de chacun des produits, mais on est sur une beau truc, quoi. Et l'agent green, l'agent vert, lui, c'est un peu la même chose. Il était utilisé que à très petite échelle pour des tests, et il contenait uniquement du 2,4,5-T, et donc il était aussi très contaminé à la dioxine. Le truc, c'est que la dioxine TCDD, donc qui est un sous-produit de la fabrication du 2,4,5-T, elle a la particularité de s'accumuler dans les tissus adipeux, dans les tissus graisseux. Et elle est aussi, il y a une particularité, c'est qu'elle est extrêmement stable. Elle se dégrade pas. Elle se dégrade assez peu. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a un certain nombre de dioxines qui sont toxiques dans la vie, et j'ai trouvé que les demi-vies en conditions normales et dans des milieux hydriques standards allaient de 5 à 11 ans. Alors une demi-vie, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié du produit soit dégradé. Donc on imagine que après une seule exposition. Donc si on a une demi-vie de 5 ans, ça veut dire qu'au bout de 5 ans, il y a que la moitié du produit qui est éliminé. Au bout d'encore une demi-vie, il y a la moitié du produit restant, etc., etc. Et en fait, on considère en science qu'il faut 7 demi-vies pour éliminer complètement un produit. Donc là, 7. Ouais. Donc en moyenne, la toxine TCDD, la demi-vie, c'est 7 ans. Donc 7 fois 7, 49. Il faut 49 ans pour considérer que le produit, après une seule exposition, soit parti. Alors imagine, t'as 20 ans. Ouais. Tu rajoutes 50. T'as déjà fini ta vie, presque. Si t'es pas mort avant. Déjà des effets délétères. Donc c'est pour ça que ça peut provoquer vraiment des effets sanitaires sur plusieurs générations. Et donc encore aujourd'hui, il y a certains endroits qui sont... qui ont des niveaux de contamination extrêmement dangereux, y compris après des opérations de décontamination qui ont été mises en place à partir des années 2000. Non mais c'est dingue, quoi. Ils en avaient vraiment rien à foutre, quoi. C'était loin chez eux. Ah oui, complètement. Plus c'est loin, moins on s'en rend compte, quoi. Ouais.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut retrouver des cartes interactives et des ressources en ligne. J'en ai trouvé un certain nombre qui montrent de façon un peu globale où ont été les zones d'exposition. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de zones dans le monde qui ont été contaminées. Oh, c'est clair. Avec des pays comme le Bangladesh, la Guinée-Bissau, le Sierra Leone, Haïti, Sud-Soudan, Nigeria, Congo, Cambodge, Philippines, Éthiopie, qui sont considérés comme extrêmement touchés, donc bien sûr le Vietnam, tout ça, hein. Mais en gros, une grande partie de la zone intertropicale interéquatoriale qui est concernée. Eh ben. Donc on trouve les cartes en ligne. Au Vietnam, pour le coup, les zones les plus touchées, c'est le delta du Mekong, les zones frontières du Laos et du Cambodge, et à proximité des bases de Nha Dang, Bien Hoa et Phuket, qui étaient les lieux de stockage et de manipulation des herbicides. Mais ça correspond vraiment au projet initial, et pour le coup, ça signifie que ils ont été jusqu'au bout de leur idée. Alors maintenant, il est temps de parler de ce qui est notre sujet, qui constitue réellement le crime médical de l'affaire. On va parler de qu'est-ce que ça fait sur les hommes, parce que finalement, on a parlé un petit peu du contexte géopolitique, on a parlé des armes du crime, on a parlé de ceux qui les fabriquent, on n'a pas parlé exactement des conséquences de ce qu'il en était. Eh bien, en fait, comme je disais, l'idée au départ, c'était de voir la population donc en enlevant les feuilles et de limiter son accès à la nourriture. Bon, déjà c'est un peu particulier comme approche, mais voilà. Et donc on a quand même balancé des produits en ignorant un petit peu tout ce qu'il y avait en dessous, et surtout en négligeant le fait qu'il faudrait plusieurs dizaines d'années pour que ça soit que ça parte. Et encore. Il faut bien imaginer que quand les expositions sont répétées, forcément on prolonge d'autant l'accumulation, et que quand bien même quelqu'un qui a été contaminé meurt, et puis quand un animal ou une plante meurt et qui a été contaminé, la dioxine qu'elle contient, en fait, elle va rester sur place. Elle va contaminer le sol. Tout à fait. Voilà. Et en fait, c'est un cycle qui dure très 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 longtemps comme ça. Okay. Bah surtout qu'il y a d'autres animaux qui vont se nourrir de etc. Quoi. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, 54 ans après, il y a encore des symptômes. Et alors, au niveau des effets sur les populations particulières, il y a des effets immédiats. Alors là, les effets immédiats, c'est surtout cutanés et respiratoires, vraiment immédiats. Et c'est surtout dépendant de la dose d'exposition. Donc on a des éruptions sévères cutanées qui ressemblent à de l'acné, on appelle ça de la chloracné, c'est en fait très très spécifique de l'exposition aux toxines, ça ressemble à des boutons d'acné mais un peu partout, et extrêmement profus sur le corps. Des troubles respiratoires, on a du mal à respirer, on a une toux qui est plus ou moins chronique, on a y compris jusqu'à des défaillances respiratoires, on a des irritations cutanées, oculaires, muqueuses. J'avais demandé si ça grattait ou pas, parce que du coup l'acné ça gratte pas en soi. Non, mais là, mais du coup, s'il y a des éruptions cutanées avec... Donc ça a été très très vite vu, parce qu'en fait, les soldats américains, au départ, les manipulaient sans protection adéquate, et puis très vite, ils ont développé des problèmes. Ouais. Dans le cas particulier de l'agent bleu, je te rappelle que c'est le produit dérivé de l'arsenic. Lui, on trouve des nausées violentes, des atteintes hépatiques, des troubles neurologiques, en particulier si une exposition prolongée. Tout ce qui est en rapport avec l'arsenic, quoi. On est clairement sur de l'exposition et de la toxicité de l'arsenic, une intox classique à l'arsenic. Bon. Par contre, le côté vraiment problématique de ces produits-là, c'est qu'il y a des conséquences à long terme. Et ça fait vraiment un héritage invisible, parce qu'il se voit pas forcément. Génétique. Et les conséquences à long terme, la première type de conséquences à long terme, c'est clairement des cancers. Oui. Et parmi les cancers du tissu sanguin, donc les lymphomes non-hodgkiniens, les leucémies, et d'autres types de cancers, en particulier la prostate, le foie, les voies respiratoires.
clairement, il y a ce genre de cancer qui est lié. Après, il y a des malformations congénitales, c'est-à-dire en fait des malformations qui touchent les fœtus et les enfants à naître, et donc qui se voient chez les bébés nés. Et donc il y a la spina bifida, par exemple, quand la colonne vertébrale s'est pas refermée complètement vers le bas. Il y a les anencéphalies, c'est-à-dire les enfants qui naissent sans cerveau ou avec un cerveau très diminué. Les fentes labiopalatines, on appelle ça des becs de lièvre aussi, c'est quand la lèvre ne se referme pas complètement et qu'il peut y avoir tout ou partie de la lèvre du palais qui reste ouvert. Il y a bien entendu des troubles du développement neurologique et des retards mentaux. C'est très variable en fonction du niveau d'exposition, du temps d'exposition, etc. En gros, la Croix-Rouge vietnamienne estime qu'il y a plus de 150 000 enfants qui sont nés avec des malformations congénitales qui sont directement imputables à l'utilisation des herbicides. C'est énorme, quoi. Ouais, 150 000. Putain. Ensuite, il peut y avoir des troubles hormonaux et endocriniens, puisque la toxine TCDD, elle agit comme un perturbateur endocrinien. On parle pas mal de perturbateurs endocriniens ces dernières années, etc. Bah là, c'est vraiment une belle saloperie, celle-là. Et donc, comme perturbateur endocrinien, elle provoque des troubles de la fertilité qui vont jusqu'à l'infertilité ou jusqu'à la création de fausses couches. Elle déséquilibre les équilibres hormonaux avec notamment les hormones thyroïdiennes ou la growth hormone, l'hormone de croissance. Et elle provoque un vieillissement prématuré des cellules. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des effets transgénérationnels aussi. Et en pratique, et j'ai trouvé, et c'est ça qui rend ce produit terrible, j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité de transmission épigénétique des effets de la dioxine. Alors, c'est-à-dire que des enfants, voire des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants, des personnes exposées, pourraient présenter des troubles et des altérations génétiques silencieuses sans même avoir été exposées elles-mêmes. Oui, parce que Et non, mais ça passe pas par les modifications génétiques, ça passe par les modifications épigénétiques. Et en fait, les modifications épigénétiques, c'est quelque chose qui est transmis d'une génération à une autre sans passer par la modification du code génétique. D'accord. Donc la séquence des bases nucléiques, elle n'est pas modifiée. Par contre, il y a un certain nombre de choses qui se passent autour de l'ADN qu'on appelle la méthylation de l'ADN ou la modification des histones, qui sont des protéines qui interagit avec l'ADN, ou la présence d'ARN non codants, des micro-ARN, etc., qui gravitent autour de l'ARN et qui se transmet en même temps que l'ADN. Et donc l'ADN peut ne pas être modifié, mais ces choses-là sont modifiées, et donc en pratique, les anomalies se répercutent et sur la génération N+1, N+2, enfin voilà. Comme on dit plutôt F1, F2, F3, comme on dit en génétique. Avec moins de dégâts au fur et à mesure, ou non, ça change rien? Eh ben, écoute, alors, il y a des gens qui ont fait des études. Alors, sur les humains, on n'a pas d'études très très précises, donc c'est un peu controversé. Mais sur les souris, clairement, sur la génération F1, donc la génération immédiatement après, on a des anomalies de développement, des infertilités, des anomalies testiculaires et des perturbations immunitaires endocriniennes. Donc on est sur le même type d'événement. Et sur les générations F2, F3, donc la génération petit enfant, arrière petits enfants, on a des anomalies similaires. Vraiment. Donc on est sur l'anomalie de développement, infertilité, anomalie perturbation immunitaire, endocrinienne, etc. Et on a même la persistance d'anomalies spécifiquement dans les cellules germinales. C'est-à-dire qu'en fait, les cellules qui vont donner les gamètes, donc les spermatozoïdes ou les ovocytes, sont spécifiquement touchées par ces modifications-là. Donc ça touche ça va directement faire mouche sur la génération d'après sans forcément qu'il y ait voilà. Et donc c'est très très particulier. Donc là j'ai trouvé pas mal quelques études quand même qui ont montré ça. Il y a quand même peu d'études sur l'homme, en particulier parce que c'est des populations qui sont pas forcément sexy à étudier pour les grands laboratoires, faut dire ce qu'il en est. Et donc ce serait plus des trucs d'indépendants, scientifiques indépendants, mais ils ont pas l'argent pour, quoi. Tout à fait. Et humanistes. Ouais. Bon. Donc ça c'est pour les intoxications un petit peu chroniques. Mais on peut avoir une intoxication aiguë
pour le coup. Et là, on a des symptômes donc si on est exposé à une dose importante en aigu, sous 1 à 3 jours, on commence à ressentir malaise, fatigue, nausée, anorexie, donc pas de perte d'appétit. On peut avoir des maux de tête, de l'irritabilité, des troubles du sommeil. Au bout de quelques jours à quelques semaines, apparaissent les problèmes de peau, l'acné, enfin la chloracné avec des lésions inflammatoires nodulaires, notamment au niveau du visage, derrière les oreilles, sur les zones d'exposition. On commence à avoir donc en quelques jours, quelques semaines des troubles hépatiques avec ce qu'on appelle une cytolyse hépatique, une élévation des transaminases avec une destruction progressive des cellules hépatiques donc, et des signes digestifs ou neurosensoriels. Et ça, c'est quand on a la chance ou pas d'ailleurs d'être soumis à la dose, à une dose qui est inférieure à la dose létale, parce que si on est supérieur à la dose létale, on finit par mourir sous 2 semaines. À plus haute échelle, en fait, on peut éventuellement passer le cap tout en ayant le risque de développer un cancer jusqu'à 30 ans plus tard. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est vraiment voilà. Et donc les cancers, comme je disais, ça peut être voilà. Au niveau de spécifiquement des femmes, on a constaté que donc au côté perturbateur endocrinien, il y avait clairement des modifications du cycle menstruel après exposition. Il y avait risque de grossesse extra-utérine, d'endométriose, il y avait anomalie de la fertilité clairement suspectée, et puis bien entendu y compris chez leurs enfants à naître. Et donc ça c'est des effets physiques. Comme dans toute guerre, comme dans toute exposition traumatique, etc., il y a forcément des impacts sur la santé mentale, avec indépendamment du produit ou de l'exposition ou des troubles anxieux, de la dépression, stress post-traumatique, pour tout un tas de raisons. Bref, des produits qui ont des conséquences qui peuvent être immédiates, retardées, indéfinies, potentiellement létales, que ce soit immédiatement ou plus tard, ou c'est vraiment physique et psychologique. Ouais, complètement. Très sympa. Ouais, c'est vraiment c'est un très bon sujet, mon chéri. C'est vraiment des poisons assez horribles. Ouais. Mais l'homme est très bon pour imaginer. Ah mais c'est ça qui est pour l'imagination, c'est qu'en fait, pour imaginer comment détruire son voisin, quoi. Ils s'y sont mis, ils ont vraiment mobilisé. C'est pour ça que je voulais absolument parler du projet Agile au départ, pour dire que c'est vraiment littéralement issu d'une volonté de développer de l'intelligence spécifique dans le sujet pour aller sur ce sujet-là. Ouais. Et donc c'est impressionnant comme on est capable de mettre derrière soi toute éthique, toute déontologie, et de se dire je vais créer le pire produit possible et de créer ce genre de choses. Quoi. Regarde, la preuve. On a regardé le Comte de Monte Cristo hier ou avant-hier. Ouais. C'est la même chose. Le mec, il a attendu 20 ans pour faire sa vengeance, quoi. C'est ça. Donc en fait, c'est impressionnant. C'est pas une qualité, mais cette facilité à développer une intelligence sur le fait de se venger, de tuer, c'est fou, quoi. Ouais. Ouais. Voilà, sur ce petit aparté éthique et philosophique. Et donc tu t'imagines bien que ça se passe comme je disais au Vietnam, que le système de santé vietnamien, en fait, il est pas forcément dimensionné pour gérer ça. Il a jamais été, il l'est déjà pas encore. Et que il est largement débordé par l'ampleur des pathologies. Il n'y a pas d'infrastructure spécialisée. C'est des pathologies qui sont pas forcément faciles à prendre en charge et voilà. Et puis en plus de ça, c'est des pathologies assez volontairement stigmatisantes, puisqu'en fait, quand t'as des malformations, quand t'as des retards de croissance, quand t'as des malformations utérines, quand t'as cette peau un peu complètement altérée, etc. Clairement, c'est pas évident, quoi. Et donc, c'est que depuis le début des années 2000 que des ONG ont commencé à s'intéresser un petit peu à la question et puis à essayer de faire un petit peu mieux les choses. Globalement, en chiffres, ça donne quoi? Ça donne que 4 millions de personnes au Vietnam ont été touchées. 4 millions d'humains. Que certains taux de certains lots qui ont été étudiés de terre ou de végétaux, etc. contenaient plusieurs millions de fois la dose maximale recommandée de dioxine. Ils ont creusé pour voir jusqu'à quel
hauteur, enfin vers le bas, quelle profondeur, voilà. Ouais, oui, ils en ont retrouvé dans les nappes phréatiques, ils en ont retrouvé dans D'accord. Donc ça va profond, quoi. Ah oui, bah oui. Il y a eu 3 millions de vétérans américains qui ont été touchés. Ah, quand même. Ouais, 3 millions. Ben en fait ça fait qu'1 million d'écart finalement. Ouais, avec mais les Vietnamiens. Que 300 000 cas officiellement reconnus. Parce que tu sais, je te dis qu'il y a eu des procès, oui, etc. Tout à fait, ouais. Il n'y en a que 300 000 qui ont été officiellement reconnus comme étant directement touchés par l'agent orange. D'accord, okay. En fait, quasiment tous les soldats américains qui ont été là-bas ont été peu ou prou exposés. Voilà. Okay. Au niveau des enfants nés avec malformation, on estime le nombre à entre 150 et 500 000. 150 000 et 500 000 enfants nés avec malformation. Donc un peu plus tard, je t'ai mis une photo d'un enfant et du type de malformation que ça provoque. On est sur toutes les populations, donc Vietnam et Américains compris. Ouais. 150 000 à 500 000, c'est ça que tu disais. Ouais, enfin, il y a pas beaucoup d'enfants américains qui sont nés là-bas, hein, parce que les soldats étaient... Mais non, mais les Américains, ils ont fait des bébés chez eux, aux États-unis. Ah non, ça c'est que au Vietnam. D'accord, ok, parce que... J'ai pas de chiffres. Il y a pas de chiffres aux États-Unis. Non. Ah oui, en effet, j'ai la photo. Ah oui, en effet. Ouais. Ah, lui, au 19e siècle, il se serait retrouvé au freak show, hein. Ouais, c'est vrai. C'est horrible, pauvre petit. C'est vrai. Bon, maintenant, donc on a parlé un peu des conséquences sur la santé humaine et c'est vraiment pas glorieux, mais la santé humaine, ça s'inscrit dans un tout et en particulier dans une écologie globale. Et donc il y a eu des conséquences aussi environnementales. Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, c'est quand même des produits qui sont censés détruire la nature et clairement, ça a pas mal marché. Non létal. Voilà, on est sur des forêts tropicales qui ont été ravagées. Il y a eu des forêts de feuillus, des mangroves dans le delta du Mékong qui ont été touchées. Complètement décimées, quoi. Les forêts de montagne dans les provinces frontalières qui ont été touchées. Bien sûr, les zones boisées autour des bases américaines. Donc ça, c'est dans tous les pays où on a balancé ça. Et bien entendu, à Gagetown, au Nouveau-Brunswick, au Canada, comme je vous ai déjà suggéré d'aller écouter. Et du coup, j'imagine que le Laos et le Cambodge, ils ont eu des populations touchées aussi. Ouais. Et du coup, un peu moins, mais comme ils n'étaient pas en guerre, ça a été encore moins reconnu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'allais te demander. Ouais. Clairement, on a constaté donc sur place la chute massive des feuilles, c'est un agent défoliant. Ouais. On a constaté la mort des arbres, on a constaté la perturbation des cycles végétatifs. Bon, et on considère qu'il y a eu 3 millions d'hectares de forêts qui ont été directement détruits, et c'est l'ONU qui avance le chiffre. Ah, c'est bon pour la photosynthèse, ça. Ouais, 3 millions d'hectares. Aujourd'hui, il y a des endroits où la végétation n'a jamais pu reprendre. Il y a encore des endroits où la végétation ne s'est pas entièrement régénérée. C'est fou parce que quand tu regardes, quand on a vu à la Réunion, après les... Oui, mais là, t'as des produits qui empêchent... Non, mais je sais, mais la végétation, elle reprend après les catastrophes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a été capable d'inventer quelque chose où... Ouais, mais justement parce que c'est un produit qui est designé pour. Ouais, même sur le lieu de la catastrophe de Tchernobyl, finalement, il y a de la végétation qui a repoussé. Reprend, oui, tout à fait, tout ça. C'est vrai. Donc la biodiversité végétale s'est effondrée, il y a des espèces endémiques qui ont disparu, les espèces invasives qui elles sont résistantes aux herbicides ont pu coloniser des sols qui sont dégradés. D'accord. Donc forcément en plus c'est des mauvaises herbes qui sont venues pour celles qui sont venues. Oui, ils ont rien gagné, quoi. Ouais, c'est ça. Les rizières et les plantations vivrières, ont été durablement touchées, ce qui a impacté les cultures pendant plusieurs années. Il y a eu des baisses de rendement des récoltes pendant plusieurs années. L'agent white, qui était l'agent soft, qui était censé remplacer l'agent orange et qui contenait le picloram, lui, il était moins immédiatement carcinogène comme le pouvait être l'agent orange. Par contre, lui, il a la fâcheuse tendance à persister dans le sol un peu plus de 10 ans. Ouais. Voilà, la demi-vie de l'agent orange, c'est 7 ans. La demi-vie de l'agent blanc, en fait, c'est 10 ans. Et comme je disais, il faut 7 demi-vies pour éliminer complètement un produit. Donc, on est sur un agent qui a même pas diminué, qui est pas encore totalement parti. Et bien entendu, toute la chaîne alimentaire a été contaminée parce qu'ils continuent à manger leurs cochons, leurs poules, etc., qui mangeaient les herbes et qui étaient... voilà, et en fait tu t'en sors jamais en fait finalement.
Ce qu'il faut imaginer, donc comme tu disais tout à l'heure, ça a été retrouvé dans les eaux de surface, mais aussi dans les nappes phréatiques qui sont contaminées par infiltration. Ils ont même retrouvé ça dans les poissons, dans les crustacés, dans les mollusques qui surnageaient au large, parce que c'était drainé par les eaux du Mékong, et puis et ça a contaminé aussi dans... Ah, mais l'eau, ça s'écoule, donc c'est pas surprenant, quoi. Bah oui, c'est ça. Et donc ça a été très très impactant. Et bien entendu, on est sur des choses qui sont extrêmement compliquées à gérer, parce qu'en fait, on peut pas éliminer le produit. Donc, ils ont tenté des campagnes de reforestation qui ont souvent été des échecs, et parce qu'en fait, il faudrait traiter ça. Et comme je disais, en fait, alors ces programmes-là s'appelaient des programmes de remédiation environnementale. Qui ont été lancés par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement. Ah, d'accord, ok. En collaboration avec des ONG comme War Legacy Project, Greenvit, avec le soutien financier des États-Unis à partir des années 2010. Donc les projets de remédiation environnementale, on est sur les débuts des années 2000. Donc tardif, ouais. 30 ans après, quoi. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on excave les sols contaminés au mieux. On fait de l'incinération thermique. On essaye de détruire par la chaleur. Et on essaye de développer des bactéries on essaye de trouver des bactéries qui sont capables de manger les molécules contaminées, de dégrader les dioxines et puis de pouvoir partir sur autre chose, quoi. Alors, ça fonctionne? Ça marche un peu, c'est extrêmement compliqué. Comme je disais, il y a 20% du territoire à traiter. C'est énorme. Ouais. Et donc du coup, c'est pas des choses que tu peux pas excaver 20% du territoire avec la petite pelle et tout ça. Et puis qu'est-ce que tu fais de la terre, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas non plus traiter thermiquement toutes ces zones. Et là, du coup, on va revenir un petit peu en ayant dit tout ça, on va pouvoir se poser la question de est-ce que finalement l'usage de l'agent orange et de ses copains arc-en-ciel c'était un crime sans coupable? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des poursuites vis-à-vis des multinationales, qui finalement se sont bien tirées. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé pour les États-Unis? Oh je pense qu'ils s'en sont sortis très bien. Ouais. J'imagine. C'est ça. Et alors pourquoi? J'ai regardé un petit peu ça parce que ça m'a intrigué. Tout le monde s'est refourgué le bébé, quoi, en fait. Ah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Ouais. Alors, il faut savoir que officiellement, les herbicides qui étaient utilisés pendant la guerre, dont donc l'agent orange, white, blue, alors moins le pink, moins le vert le rose, le vert et le violet, ceux-là, ils n'étaient pas commercialisés. Mais en même temps, ils n'ont pas été utilisés à grande échelle. Et ça change tout. Parce qu'en fait, ceux qui ont été utilisés à grande échelle, donc le orange, le blanc et le bleu, eux étaient officiellement commercialisés et disponibles sur le marché agricole. Okay. Et donc, comme c'était des produits civils détournés à des fins militaires, ce statut a permis d'échapper aux conventions internationales utilisant l'usage d'armes chimiques. Mais j'hallucine que c'était utilisé par... les agriculteurs? Non, ils avaient officiellement le statut de utilisable par les agriculteurs. D'accord. En fait, c'est une sorte de tour de passe-passe que les laboratoires avaient fait. Ils se sont dit tiens, on va le mettre sur le marché. Et en fait, c'était l'armée qui l'utilisait finalement, okay. Et c'était une arme chimique. Mais officiellement, ils ont pu dire quand ils ont été convoqués par les instances internationales, écoutez, nous on a utilisé un produit qui était sur le marché. Regardez, nos agriculteurs peuvent l'acheter. Il est sur nos catalogues. Voilà. Oui, mais personne ne l'achète. Mais peu importe, c'était comme ça. Donc il avait officiellement le statut. C'est une défense qui a fonctionné manifestement. Oui. Parce qu'en fait, les États-Unis se sont dit, regardez, la Convention de Genève de 1925, elle interdit l'usage d'armes chimiques et biologiques, mais elle interdit pas explicitement les herbicides. Mais les herbicides, c'est une arme chimique, non? Oui. Il joue vraiment sur les mots, hein. Vraiment, l'avocat était bon, hein. Et en plus, comme ça a été développé comme herbicide et pas comme arme chimique, en fait, elle avait le statut de pas arme chimique. Donc voilà. Et il faut savoir que la Convention sur les armes chimiques, CAC, a été adoptée que en 1993. Oh. Donc un peu tard. Ouais. Donc bien après la guerre du Vietnam. Mais de toute façon, quand tu vois ce qui s'est passé depuis, bon. Et donc, les États-Unis ont exploité jusqu'au bout l'ambiguïté du statut juridique des herbicides. Et puis, comme ils le disaient, de toute façon, ils ont développé des armes non létales.
c'est pas de leur faute si ça a contaminé des populations, et puis de toute façon, il n'y a pas de preuves, et puis de toute façon, si et ça. Et il y a un autre... donc ça, c'est sur le côté usage d'armes chimiques. Après, il y a... qu'est-ce qui s'est passé contre les États-Unis en tant qu'État qui était impliqué dans la guerre, etc. Eh ben, il faut savoir qu'il y a un principe qui est le principe de souveraineté étatique. Et donc, selon le droit international public, un État ne peut être jugé par une juridiction étrangère, donc par exemple les États-Unis au Vietnam, que si et seulement si il donne son consentement explicite à être jugé par cette juridiction étrangère. Autant te dire que les États-Unis qui sont convoqués évident. Dans un tribunal vietnamien, ils vont dire bah non, j'ai pas envie d'être jugé. J'ai pas trop envie. Mais c'est complètement con cette truc. Bah ouais. Et donc du coup, ça a pas de sens. Comme ils ont jamais reconnu leur responsabilité dans l'usage de l'agent orange, voilà, personne n'a pu leur opposer leur souveraineté et donc personne n'a pu les poursuivre. Accessoirement, il y avait un contexte de guerre. Et donc, le gouvernement américain a toujours défendu que l'usage des herbicides relevait d'une décision militaire stratégique. Donc, elle est protégée par le droit de la guerre, tel qu'est interprété à l'époque. Attends, si les nazis avaient sorti ça, jamais ça serait passé, quoi. Et donc, ça a suffi à rejeter plusieurs plaintes internationales, notamment de la part des victimes vietnamiennes. Donc, en gros, les États-Unis, sur le coup, immunité à tous étages. Vraiment. Bon, je te fais pas le rappel que les entreprises qui étaient fabricantes, forcément ont sorti le même parapluie et ont gagné de la même chose. Ça me paraît évident. Voilà, juste les vétérans, eux, ont gagné, mais de façon un peu détournée. C'est-à-dire sans reconnaissance de responsabilité des laboratoires, parce que ils ont, comme je disais, agi sous ordre du gouvernement et surtout fourni un produit qui était légal et en tout cas conforme aux normes que le gouvernement avait lui-même édictées. Alors c'est pratique parce que t'es acteur et partie dans le truc, hein, c'est pas voilà. Et puis il dit bah non, nous on a fait notre travail et puis voilà. Donc ils ont signé simplement un accord en disant écoutez, on vous indemnise 180 millions de dollars, partez avec ça et en échange pas de poursuite. Ils les ont fait taire quoi. Mais vraiment à l'américaine en fait. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et donc en 2004, il y a une association vietnamienne des victimes de l'agent orange qui a tenté de faire une plainte collective contre les entreprises américaines, qui a été rejetée par la justice américaine parce que aucune violation du droit international, on l'a parlé en haut, et des entreprises qui étaient non responsables. Voilà. Ils ont tenté tous les appels possibles, y compris jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui a même refusé d'instruire le dossier. Oh. Bah oui. Vraiment, circuler, il y a rien à voir, il s'est rien passé, quoi. On touche pas à notre pays, quoi. Ouais. Ce qui fait que, en fait, les gens se sont quand même rendus compte que le droit international était un peu insuffisant au niveau normatif, pour le coup. Le vide juridique d'interdiction des herbicides dans les produits chimiques, c'est comblé en 1990. Oh, c'est tard. Ouais. La convention d'interdiction des armes chimiques, c'est 1993. Et il y a un protocole additionnel aux conventions de Genève qui a été additionné en 1977 qui interdit les atteintes graves à l'environnement. Jusqu'en 1977, il était possible de se dire tiens, pour ma guerre, je peux détruire telle ou telle partie de l'environnement et voilà. Mais bon, comme toute norme, elles n'avaient pas d'effet rétroactif, donc les États-Unis pour le coup. Mais du coup, ça a été rajouté aussi tardivement parce que c'était toujours tant d'axes dans le monde. Parce qu'il fallait faire mûrir un petit peu la situation, que dans les années 90, c'était un peu, la guerre froide était un peu plus légère en intensité, que les mentalités avaient beaucoup évolué. Mais finalement, quand tu regardes ce qui s'est passé dans les années 2010-2020, notamment avec la Libye, la Syrie, etc. Clairement, en Syrie, ils ont utilisé des armes chimiques de façon assez massive et personne n'a rien dit. Et que au début de la guerre en Ukraine, la Russie a balancé des armes chimiques, notamment sur Bakhmut et tout ça. Mais en fait, finalement, personne ne dit rien, quoi. Pas vu, pas pris. Bah là, même en étant vu, t'es pas pris, alors donc c'est pas voilà. Écoute, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les conséquences aujourd'hui de l'agent orange.
clairement que le pays a été ravagé par ces agents-là. Je t'ai dit tout à l'heure le nombre de personnes touchées, puis le nombre de personnes handicapées. Je t'ai pas cité le nombre de morts directement ou indirectement liés. On estime, alors c'est des estimations non vérifiables de façon indépendante, mais que ça aurait touché 400 000 personnes. 400 000 personnes seraient directement mortes ou indirectement mortes. Ça me paraît faible, non? Par rapport à la quantité de gens touchés, quoi. C'est quand même une personne sur 10 touchée, hein. Ouais, mais par rapport à la toxicité des produits, en fait, c'est pour ça que je te dis que ça me paraissait faible. Ouais. Après c'est pas directement vérifiable parce qu'entre tout ce qui sont pris comme bombes, comme napalm, comme trucs par ailleurs. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que les trucs arc-en-ciel, quoi. Voilà, tous ceux qui étaient pas forcément qui ont été touchés par autre chose, la famine ou autre. En tout cas, voilà, les chiffres varient, alors avec une sorte de médiane vers 400 000, mais ça varie entre 150 et 500 000 personnes décédées en lien avec l'exposition, et rien que sur le territoire du Vietnam, sachant que aujourd'hui encore, il y a des malformations, il y a des toxicités, il y a des cancers, et que c'est pas fini. C'est pas fini, ouais. Donc voilà, c'est ce que je voulais un peu dire sur ce sujet qui était dur, passionnant à investiguer, mais dur, un bilan humain effroyable, vraiment un crime militaro-industriel typique. Le bilan environnemental, il est pire. Et tout ça, c'est encore provisoire parce que, comme je disais, les sols sont encore contaminés. Il y a rien d'humain, je pense, qui sont en mesure de nous faire comprendre et appréhender les chiffres et la somme de l'ensemble de ces drames. Ouais. Et puis c'est pas le seul, parce qu'en fait, comme je disais en conclusion, je sais plus quel épisode de la Cité médicale humaine, en fait, il existe des criminels dans la Cité médicale humaine. Dans ces acteurs du crime, il y a des criminels qui sont semblables aux criminels tout venant. On a parlé de Richard Peck, de Mechtilbar, de Marcel Petiot. Ils ont un visage. Un peu comme tout le monde, comme tous les tueurs. Parfois ils sont tueurs, parfois ils sont en série, parfois ils sont violeurs, parfois ils sont pédophiles, escrocs, ce qu'on veut. Ils sont criminels à leur manière, ponctuels, de masse, sériels. Mais il y a une compétence singulière que possèdent les acteurs scientifiques biomédicaux que sont les médecins, les biologistes et scientifiques. C'est que eux peuvent être tout ou partie responsables d'une industrialisation de la mort et ou d'autres crimes. Et ça, je trouve que c'est vertigineux. Oui. Et surtout quand on considère que c'est des professions aéthiques. Normalement, oui. Dont certaines sont dévouées à soigner autrui ou à rendre leur vie meilleure, en particulier les médecins, les soignants. Tout à fait, ouais. Et ça, cette capacité de destruction industrielle des hommes, des plantes, de la nature, de ce qu'on veut, je crois bien qu'on le partage qu'avec un nombre très restreint d'autres groupes. En particulier, il y a les politiques, il y a les croyants, il y a les militaires. Ouais. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment vertigineux, je trouve. Ouais. Bon, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle, et c'est pour ça qu'en fait, la part extrêmement sombre. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'on parle de crimes à ce niveau d'échelle-là. Et c'est pour ça que la dernière fois, je te disais, parfois on n'a pas de crime ou peu, et parfois on est à des échelles où tu disais 500 000, c'est peu, mais en fait c'est 500 000 morts, quoi, tu vois. Oui, non, mais ça paraît horrible ce que j'ai dit. Oui, mais voilà. Là, comme ça, mais en fait, ça me paraît. Ouais, non, c'est horrible ce que j'ai dit, mais qu'en fait, c'est ce que Staline disait, c'est qu'au-delà d'un certain nombre de morts, ça devient une statistique et puis des meurtres, en fait. Oui. Mais non, mais là, c'est le problème, c'est qu'on peut, c'est tellement large que c'est inconcevable. Oui, non, mais tu vois, c'est comme la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. Voilà, il y a eu des. Complètement. Ça en devient ahurissant, quoi, en fait. Ouais, c'est de l'usinage. Ouais. L'industrialisation, comme tu disais. Ouais. Voilà, je crois qu'il est temps de conclure sur ces paroles qui sont pas forcément des paroles très sympas, mais bon, c'est comme ça. Mais c'était hyper intéressant, quoi. Je connaissais de loin,
Mais vraiment pas Mais comme ça, je quoi. me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui avaient un peu oublié ça. Hein. Mm. Et alors peut-être il y a des gens qui s'intéressent un peu plus à l'histoire de la guerre, etc. Bon, voilà. Et comme je disais, en fait, bon après on a un tropisme vraiment particulier nous en France, en Europe, sur la guerre du Vietnam, c'est qu'on connaît la première partie, Oui, la guerre d'indépendance d'Indochine, oui, tout à fait. et on connaît beaucoup moins, je pense, la guerre du Vietnam telle que l'a faite les États-Unis. Alors on en connaît, enfin. On en connaît les grands films. Forrest Gump. Forrest Gump. C'est ça. Bah si, on connaît aussi Good Morning Apocalypse Now. Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam. Qui est très bon d'ailleurs. On connaît ces grands classiques-là. On a quelques idées sur les mouvements, notamment de antimilitaristes et puis toutes ces manifestations-là qui ont eu lieu aux États-Unis. Ah, les Américains ont fait énormément de films sur la guerre du Vietnam. Hein, mais après. Au final, on connaît pas bien ça. Donc j'avais envie de traiter ça parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant. Et donc voilà. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci. Je félicite sincèrement tous ceux qui arrivent jusqu'au bout de nos épisodes à chaque fois et de supporter tout ce temps et voilà, et parfois des situations qui sont pas évidentes à écouter ou des passages un peu plus scientifiques qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des points qu'il faut qu'on précise ou si on s'est trompé ou autre. Hein. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux aussi, surtout. Ouais, mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous font des retours sur nos épisodes et et de voir que vous nous écoutez. On a eu des petits messages sur Apple Podcast, mais on peut pas leur répondre à ces personnes. Donc voilà. Bon, je suis désolée. Merci à vous pour vos retours aussi, c'est important. Abonnez-vous sur nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha, toutes les autres. Là aussi, vous pouvez laisser des messages, des pouces, des étoiles, de ce que vous voulez. Sur les réseaux sociaux, nous sommes la communauté de Medicine City et Medicine City Podcast. Sur Instagram, nous sommes Medicine City Podcast. Et puis, je vais pas faire d'annonce réellement sur le prochain épisode, car il y a une petite pause estivale normalement et qu'on est censé vous faire une petite surprise. Bon, il est possible qu'on vous sorte un épisode sur un pédiatre anglais célèbre et peut-être un autre épisode sur le Freak Show, on verra. En tout cas, merci à tous et restez à l'écoute des pulsations qui montent des ruelles sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.